Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette brise d'été à partir de Constantine avec beaucoup de fraîcheur. C'est vrai qu'il fait chaud, mais ça va. Pour l'instant, cette belle matinée, eh bien, il fait encore beau et c'est tant mieux puisque nous sommes à la fin du mois d'août et bien sûr, nous sommes en plein été. Alors, pour le programme de cette brise d'été, eh bien, nous allons parler d'abord de l'obésité, sujet qui est très à la mode, on va dire, puisque c'est vrai qu'il y a une grande progression de l'obésité et ça fait très mal au corps. Et le professeur Boukrida va nous en parler. On va essayer de cerner le problème. Ensuite, on parlera de diététique et nutrition avec surtout la nutrition parce que bien l'obésité est directement liée à la nutrition avec Madame Bourlot Halima qui va nous parler de ce qu'il faut faire justement pour éviter l'obésité. Ensuite, eh bien, nous recevrons le docteur Abla Mohamed Larbi qui va nous parler eh bien, de l'aspect psychologique. Lui, il est psychiatre et puis surtout comment gérer ce flux, ce relâchement eh bien, suite au déconfinement et puis surtout eh bien, comment rester zen avec cette pandémie qui est là. Mais avant tout, comme on a pris l'habitude, eh bien, je vous offre cette balade aérienne à vous, mes amis téléspectateurs qui nous suivez, eh bien, mais aussi à mon ami Abdelkrim Ouabri. Allez, balade aérienne sur Constantine. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي اختار اللي البني بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنيم طلامي خبرتهم غايض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, j'espère que la balade vous aura plu sur la ville des passions, Constantine, eh bien, qui est toujours aussi belle, vue d'en haut ou d'en bas. C'est vrai que ça vaut le détour. Mais pas en ce moment parce qu'il fait chaud, il faudra peut-être laisser jusqu'à l'automne. Alors, nous avons, au début du programme, nous avons donné bien sûr le sommaire de cette émission et nous allons parler de l'obésité avec le professeur Boukrida Mohamed. Sbah al-Khair, bonjour, ça va? Bonjour. Ça va, merci de m'avoir invité. Bonjour aux téléspectateurs. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors cette fois-ci, bien la dernière fois nous avons parlé d'apnée du sommeil et qu'est-ce qu'elle peut avoir comme conséquence sur le comportement d'abord et sur le corps. Et là nous avons quelque chose qui n'est pas très loin, hein, l'obésité, parce que c'est vrai que l'obésité peut entraîner l'apnée du sommeil. Voilà. Si j'ai bien compris ce qu'on a dit la dernière fois. Effectivement, oui. Bon, l'obésité est une maladie chronique. Je dis bien que c'est une maladie. Bon, ça dépend de... C'est pas, oui, c'est pas un état de santé particulier. C'est une maladie quand même, qui est une maladie chronique, évolutive,
caractérisée par une accumulation de graisse, dépôt de graisse très important, au niveau de l'abdomen, au niveau des hanches, au niveau de... Ça dépend, par rapport au dépôt de graisse, on détermine les phénotypes des obèses, androïdes, génoïdes. Et c'est une maladie invalidante, c'est une maladie qui entraîne un préjugé pour l'obèse. D'abord, c'est un mal-être. On ne se sent pas bien quand on a beaucoup de... Parfois, elle enlaide la personne. C'est vrai. C'est vrai que ça défigure. Hein, ça défigure, donc ça devient... Donc c'est une maladie quand même qui a une répercussion très très importante sur la même personne. si, docteur, chez nous, enfin, dans nos habitudes, hein, dans nos coutumes, on aime bien les gros bébés. On dit, Allah yibark ousmine, on essaie de le... Quand une maman voit son bébé qui est chétif, elle n'est pas bien. Alors que c'est faux. Hein. Oui, ça c'est culturel. C'est culturel. Pour certains, l'obèse, pour eux, chez nous on disait à un certain moment, maounous, pour une femme qui est obèse. Alors pour d'autres actuellement, non. Au contraire, c'est une maladie, c'est une femme malade. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui consomme, qui n'arrive pas à se dépenser correctement son énergie et qui a des problèmes de gonarthrose, elle est essoufflée, elle est donc... Docteur, si on revient sur les causes, est-ce que c'est parce que le corps ne dégage pas assez enfin, ce qu'il prend, parce qu'on se nourrit et on ne dégage pas assez, ou est-ce que c'est parce qu'on mange beaucoup que l'on grossit? Bon, les causes sont multiples et multifactorielles. Premièrement, c'est génétique. D'abord, il y a beaucoup de travaux sur la génétique de l'obésité et on montrait quand même au niveau du chromosome 12, l'allèle, je ne sais pas qu'il y a des mutations, puis ça se transmet aussi génétiquement. Ça veut dire que je peux être obèse génétiquement? Oui, il y a le côté génétique, mais il y a aussi le côté environnemental, comportemental, et surtout comportemental, parce que c'est le changement du comportement alimentaire. Par exemple, si on prend l'Algérie comme modèle, dans les années 70, on n'avait pas beaucoup d'obèses, la prévalence était très très basse, mais après, dans les années 90, il y a eu un changement brusque du comportement alimentaire, les gens mangent dehors, mangent mal, mangent beaucoup de graisse, beaucoup de sucre, et cette malbouffe, et puis il y a aussi la suralimentation, on mange plus qu'il en faut. Ça, sur le plan nutritionnel. Il y a aussi la sédentarité. La sédentarité, c'est le problème le plus grave. Parce que si on mange, même si on mange mal, il y a une suralimentation, mais si on a une activité physique régulière, on peut quand même faire un peu d'équilibre. Mais la sédentarité, c'est le problème, la plus grande problématique actuellement, surtout, je parle de l'Algérie, parce que ça fait partie aussi du comportement, d'un changement aussi. C'est vrai que, docteur, on dit la sédentarité, c'est lié directement à l'industrie automobile, parce que quand on a la voiture, ça nous coupe un peu les jambes. La sédentarité, c'est très important, je vais m'étaler un petit peu sur ce point. D'abord, comment la définir? C'est quoi quelqu'un de sédentaire? C'est celui qui a une activité physique inférieure à 2h30 par semaine. Il est considéré comme sédentaire. La sédentarité, elle est à l'origine de presque 30% des maladies cardiovasculaires. Elle est à l'origine aussi de presque 15% du diabète. Elle est à l'origine de presque 11 à 10% de pathologies respiratoires. Donc elle entraîne, cette sédentarité, elle entraîne beaucoup de maladies. Et donc, c'est à peu près la même chose que le tabac. Pratiquement c'est au même niveau. Beaucoup d'études ont montré que le risque cardiovasculaire lié au tabagisme est le même pour la sédentarité. Donc si je pense que je fais une hygiène de vie, je mange bien, je fais équilibré, tout ça, je ne fume pas, mais je suis sédentaire. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, comme si je n'ai rien fait. Vous avez donné un chiffre, 2h30 par semaine. Alors moi, si je calcule bien, ça veut dire que c'est une demi-heure par jour. C'est pas grand-chose. Une demi-heure par jour, très bien. C'est une demi-heure de marche. Parce qu'on dit le moindre effort physique, c'est une demi-heure de marche soutenue. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum. C'est la base, on va dire. Voilà.
Ce qui serait bien, c'est quand même... D'ailleurs, nous, on l'appelle le conseil minimum. Le conseil minimum d'activité physique, c'est une demi-heure par jour de marche active. Pas de marche... on ne va pas se balader, c'est pas une flânerie. Voilà, on va pas flâner. Donc, c'est une demi-heure par jour de marche active. Ça, c'est le minimum. L'idéal de faire plus. Et ça dépend, on parlera dans le traitement de l'obésité de l'activité physique, oui, comment elle doit être adaptée, individualisée par personne et tout ça, et par rapport à l'âge, par rapport à d'autres... Parce qu'il y a certains corps, il faut un peu plus, d'autres... Parce qu'il y a des corps qui ont beaucoup de difficultés à dégager les calories, à brûler les graisses, on va dire. Effectivement. Voilà. Donc l'origine des facteurs qui entraînent, on a dit la génétique. La sédentarité, c'est le deuxième facteur le plus important. L'alimentation non équilibrée. Il y a aussi le stress, docteur. Le stress. Quand on n'est pas bien, on a tendance à manger. Et bien sûr, l'environnement. Quand je dis l'environnement, comme vous l'avez bien dit, l'industrie automobile. Maintenant, les gens ne marchent plus à pied. Et puis, c'est culturel aussi. Par exemple, je parle toujours de l'Algérie. On n'a pas la culture du vélo, par exemple. Dans les pays européens, dans les années 70, ils avaient l'obésité. Ce que nous avons, nous, maintenant. Oui. Et après, ils ont compris qu'il fallait arrêter ce... Et il fallait pousser les gens à faire du vélo. À faire du vélo. Et nous, même chez nous, ceux qui n'ont pas de voiture, ils préfèrent la moto que le vélo. Pardon. Oui. C'est pas normal. Alors que le vélo est le mieux adapté. Il existe beaucoup de villes où il y a du plat. On peut faire du vélo. Peut-être à Constantine. Oui, c'est vrai qu'à Constantine, on va dire qu'il y a trop. Peut-être à Annaba, Alger. Mais il y a d'autres villes où c'est du plat. Et les gens ne font pas de vélo. Les gens ne font pas de jardinage chez eux. Tendre sa pelouse, par exemple. Tout ça, ça fait partie de l'activité. Même les femmes qui font beaucoup de ménage chez elles et tout ça, c'est une activité. C'est de l'activité. Donc, c'est pour ça que j'ai dit aussi, le côté culturel joue un rôle. Ça joue un rôle. C'est vrai que peut-être qu'il faudrait, parce qu'on sait que dans certaines communes, en Europe ou en Asie, eh bien, il y a une aide de la commune pour les vélos, pour l'utilisation. D'abord des bandes cyclables et aussi du vélo. Il y a même certaines aides financières. Il y a dans certaines communes, j'ai vu quelques reportages où la mairie donne un vélo, le loue, gratuitement on va dire. Si on va dans les Pays-Bas, par exemple en Hollande, le Premier ministre se déplace en vélo. Bon, c'est pour la protection de l'environnement, mais aussi pour pour eux-mêmes. Voilà. Il y a une étude sur le tabagisme. Ils ont remarqué qu'en Finlande, des fumeurs qui n'ont pas développé de BPCO, ou bien qu'ils les développent tardivement des pathologies liées au tabagisme parce qu'ils se déplacent tous en vélo. Par rapport à ceux qui se déplacent en voiture et qui... Donc préférer, on va dire, si on a envie de prendre un café, préférer le café le plus loin que celui qui est proche, oui, bien sûr, on parlera de ça dans le traitement. Là, on a fait, voilà, ça c'est les causes, mais est-ce qu'il y a d'autres causes? Par exemple, culturelles, génétiques, alimentaires et tout, mais est-ce qu'il y a d'autres causes aussi? Il y a le stress. Le stress qui est très important. Oui, il y a le stress aussi, et beaucoup de gens, parfois certaines personnes sont forcées, ceux qui travaillent beaucoup derrière un bureau, pendant 8 heures et plus, ils sont assis parce qu'ils ont un boulot astreignant qui les oblige à être derrière le bureau pendant 8 heures, puis ils sont fatigués un petit peu mentalement, donc ils n'arrivent pas à faire de l'activité physique après le travail, et ils sont plus stressés que les autres, et ce sont aussi les personnes et puis ils mangent sur place, et donc ça aussi... Alors, à ces personnes, bon, on va dire, là on a cerné un peu les causes, mais maintenant le temps, allez, on va dire je suis obèse, qu'est-ce que je dois faire d'abord, en premier lieu, pour guérir de cette maladie? Avant d'arriver à ce que je dois faire, j'aimerais bien parler aussi des complications de cette maladie. Parce qu'au début, j'ai dit que c'est une maladie. C'est une maladie chronique. C'est une maladie qui entraîne une inflammation systémique. C'est une inflammation, c'est vrai, à bas grade, mais c'est une inflammation. Alors, une inflammation systémique, c'est quoi exactement? C'est une inflammation de tout l'organisme. Elle entraîne de l'inflammation. C'est pour ça que l'obèse, ils sont un petit peu des douleurs au niveau... Et puis cette inflammation est à l'origine de comorbidités. Et l'obésité a beaucoup de complications, beaucoup de comorbidités qui sont parfois très graves.
à commencer d'abord par le diabète. Elle entraîne le diabète de type 2. Donc il y a une relation directe entre l'obésité et le diabète de type 2. Il y a des maladies, la stéatose hépatique, la graisse qui couvre le foie. C'est aussi très néfaste. Il y a même des maladies de la vésicule biliaire liées à l'obésité. Mais les plus graves comme complications, c'est le cancer. Il y a une relation directe avec le cancer. Certains cancers. L'obésité et le cancer, c'est une relation directe. Oui, cancer du sein, cancer de l'endomètre, cancer du côlon. Surtout, Donc il y a une relation. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que la fréquence des cancers chez les obèses est plus importante que chez les non-obèses. Et puis, il y a des complications respiratoires. On en a parlé la dernière fois d'une maladie qui est invalidante aussi parce qu'elle entraîne une somnolence diurne, elle entraîne une fatigue et tout ça qui est l'apnée du sommeil. Mais il y a d'autres maladies. Il y a la plus grave, mais qui concerne une partie des obèses qu'on appelle les obèses morbides. Les obèses dont l'indice de masse gras corporelle dépasse il est supérieur à 35, parfois supérieur à 40. C'est ce qu'on appelle l'obésité morbide, des personnes qui pèsent plus de 150 kilos et tout ça. Eux, ce qu'on appelle une maladie invalidante aussi et qui peut même entraîner la mort, une mort subite, c'est le syndrome obésité-hypoventilation. Ce sont des personnes qui respirent très mal, qui n'arrivent pas à éliminer le CO2 de leur organisme. Ils ont ce qu'on appelle une hypercapnie, même diurne, qui s'aggrave pendant le sommeil, cette hypercapnie. Et généralement, ils ont aussi l'apnée du sommeil associée. C'est une maladie qui n'est pas très connue. Avant, on parlait du syndrome de Pickwick, parce qu'il y a une histoire avec Pickwick et tout ça. Maintenant, c'est une entité particulière, bien déterminée, qui a ses signes cliniques. Ça donne quoi à peu près c'est l'obèse morbide, qui ne respire pas mal, qui ne ventile pas bien. Parce qu'il y a le dépôt des graisses sur la cage thoracique qui empêche les muscles respiratoires à bien ventiler. Et puis il y a d'autres mécanismes physiopathologiques qui font qu'ils n'arrivent pas à éliminer leur CO2 correctement. Ils ont une accumulation de CO2 dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'hypercapnie. Quand on leur fait une gazométrie, on trouve une hypercapnie. Et c'est une pathologie qu'on ne peut traiter qu'avec un appareil. À peu près la même chose que l'apnée du sommeil. C'est ce qu'on appelle la VNI en mode BiPAP. Une double pression, une pression expiratoire. En plus de ça, il y a aussi les complications cardiovasculaires. C'est connu aussi. L'hypertension artérielle. Généralement, les obèses ont une hypertension artérielle. Mais même s'ils avaient une hypertension artérielle, ils deviennent obèses. L'hypertension artérielle n'est plus équilibrée, n'est plus contrôlée. Ils passent à la bithérapie rapidement. Ça entraîne aussi d'autres pathologies cardiovasculaires telles que l'infarctus, c'est les complications cardiaques sont bien sûr cardiovasculaires, c'est lié. Le cœur se fatigue. Donc si je dis ça, c'est que l'obésité, c'est pas un état de santé physiologique. Donc c'est une maladie. Il faut que les gens acceptent que l'obésité est une maladie. Donc si je suis en surpoids, je suis malade. Ça veut dire que quelque part, je ne suis pas bien, je n'ai pas... Bien sûr, ça entraîne la gonarthrose pour les femmes très obèses. Ça détruit le cartilage des articulations. Et donc, elle entraîne beaucoup de complications. Et l'inflammation systémique, tout ça, fait qu'on doit traiter l'obèse. C'est vrai, certains le prennent en charge parce qu'il vient consulter pour un diabète, il vient consulter pour une hyperthyroïdie, il vient consulter. Nous, dans notre service, on traite les obèses, même s'ils n'ont aucune comorbidité. Même s'ils n'ont pas de problème, on doit le traiter, on le prend en charge. Parce que déjà, l'obésité est en elle-même une maladie. Parce que nous, on la considère en elle-même comme maladie. Très bien, docteur. On va se reposer un peu, parce que là, c'est compliqué, un peu avec toutes ces complications. Voilà, on va se reposer, on va écouter une petite chanson. Nos amis Caméléon qui chantent Al-Qamar, c'est toujours bien. On va se reposer après. Dans la suite du débat, on va parler de ce qu'il faut faire pour traiter cette maladie. Voilà.
يخبر هذا قمر ولا بشر انا عيوني حارو ولا هذه حمامة ولا غزالة ولا عيوني بزينها سكروا حين سألت جاوبوني وقالوا لا فارس صعيب الحبيب يذبح بالسيوف شفارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا فارس صعيب الحبيب يذبح بالسيوف شفارو Caméléon, une très belle chanson, mais c'était juste pour une transition et pour passer. Bien sûr, nous parlions d'obésité, on avance cerner les causes, le constat, les complications. Maintenant, on va essayer de parler d'abord de remèdes, de ce qu'il faut faire. Mais avant tout, il faut d'abord accepter la maladie. Il faut se dire qu'être obèse, c'est une maladie, docteur. Ça, c'est... Effectivement. Et que ça peut être pris en charge. Bien sûr, ça peut être pris en charge. C'est un peu délicat parce que, j'ai dit tout à l'heure, j'ai comparé la sédentarité au tabagisme. Et pour le traitement, pour le sevrage tabagique, on parle de motivation. On doit motiver le fumeur pour qu'il accepte d'abord l'idée d'arrêter. Après, on peut l'aider à arrêter. La même chose chez les obèses. On rencontre dans nos consultations de nutrition des difficultés. Il faut que les gens acceptent, il faut qu'ils soient motivés. Et c'est à nous de le motiver parfois. On lui expliquer d'abord. Parce qu'on lui demande de faire de l'activité physique et de manger sainement. On leur propose des régimes alimentaires. Il vous dit, monsieur le docteur, c'est un peu difficile pour moi. Moi, j'ai des habitudes. Donc, il faut le motiver parfois. Il faut en parler, il faut discuter longuement avec ce patient et développer même de l'empathie pour pouvoir le convaincre que c'est une maladie et qu'il risque d'avoir d'autres complications qui entraînent parfois le décès, la mort subite et tout ça. Et donc on essaie de les convaincre à accepter l'acceptation de la maladie est déjà le premier facteur. La considérer comme maladie et accepter ce qu'on va lui proposer comme traitement. Parce que ce n'est pas comme l'hypertension artérielle ou bien comme une autre maladie, on donne une molécule. Un médicament. Bon, c'est vrai, il existe actuellement des médicaments du diabète type 2 qui peuvent diminuer parce que c'est des médicaments anorexigènes tels que les analogues du GLP-1, les inhibiteurs de la DDP4, c'est des nouveaux médicaments d'ailleurs qui ne sont pas encore commercialisés en Algérie. C'est ce que j'allais dire. Mais je préfère, avant d'arriver à cela, à ce stade, parce qu'il y en a des obèses qui n'ont pas de diabète, est-ce que l'AMM nous permet de traiter l'obèse qui n'a pas de complications par ces molécules ou pas? Je ne sais pas encore. Alors que le meilleur traitement, c'est le traitement comportemental. C'est déjà changer de comportement. Là, il faut qu'il soit convaincu, il faut qu'il soit motivé. D'ailleurs, nous, la première des choses, c'est la motivation. On essaie de les motiver, de les convaincre,
leur Leur parler. D'ailleurs, expliquer on leur fait toutes les explorations chez nous, hein. On essaye de voir sur le plan respiratoire s'il n'y a pas de retentissement. On essaye de voir s'il n'y a pas d'apnée du sommeil. Sur place, on le programme pour une polysomnographie. On lui fait un ECG sur place pour voir s'il n'a pas de problème cardiaque, d'hypertension artérielle et tout ça. On élimine tout ça. Et après, on va leur proposer de l'activité physique. L'activité physique, c'est une problématique aussi. Il vous dit, monsieur le docteur, moi j'ai vu plusieurs médecins, on m'a dit de faire l'activité physique, mais je n'ai pas su comment faire l'activité physique. Quelle activité physique quelle est son intensité? Quelle est son intensité? Quelle est la durée? Est-ce que je dois aller dans une salle? Est-ce que je dois faire en dehors, dans une forêt? Alors que docteur, normalement, c'est très facile de faire du sport, c'est pas très compliqué. Mais ça dépend de... Mais si l'activité physique n'est pas individualisée, ça veut dire qu'il faut adapter un programme. Ça veut dire qu'il faut adapter un programme spécial pour chaque. Bien sûr, un protocole pour chaque patient. C'est ce qu'on fait, nous. Un protocole, c'est ce qu'on appelle un protocole de réhabilitation par l'activité physique. Donc, l'activité physique, elle est standardisée et aussi individualisée. La standardisation, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Le minimum, c'est 30 minutes. 30 minutes de marche quotidienne. L'intensité pour les obèses devrait être une intensité modérée. Parce que certains pensent le fait qu'on fasse un effort intense, on va perdre plus de poids. Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que l'effort intense, d'un point de vue bioénergétique, on consomme plus de sucre que de graisse. Qu'on brûle de graisse. Si je donne l'exemple, je fais un match de foot en salle, par exemple. 7 et tout ça, c'est de l'activité très intense. Et là, je consomme les sucres rapides. Le foie va libérer rapidement par la glycogénolyse le sucre et je consomme le sucre. Par contre, si je fais une activité à 20%, à la 30% de mes capacités, de ma consommation d'oxygène maximale, ou bien à 30% de ma fréquence cardiaque maximale, je consomme beaucoup plus les graisses. Et qu'est-ce que c'est qu'une activité modérée de 30% c'est la marche active. Voilà. Donc on revient à la marche active. Scientifiquement, on peut démontrer que la marche active est le meilleur sport. Le meilleur sport pour les obèses, et surtout les obèses de plus de 40 ans. Parce que l'âge aussi joue un rôle très important. Inférieur à 40 ans, c'est différent. Et plus de 40, parce qu'il y a aussi le vieillissement qui commence à partir de 40 ans. On risque de faire un sport non adapté pour notre âge et notre organisme, qui peut être nuisible, qui peut entraîner d'autres... Donc en résumé, docteur, moi, si j'ai bien saisi ce que vous dites, ça veut dire qu'il faut d'abord, il faut, suivant son âge, suivant le corps, adapter un programme sportif qui peut... Il y a des conseillers pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire... Parce que certains font pratiquement des marathons alors que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est pas adapté à leur âge. Voilà, et avant il faut commencer progressivement. Et avant de commencer, il faut aller voir un cardiologue. Surtout. Surtout, ou bien au moins faire un ECG, une échocardiographie. Un constat. Voilà, un constat cardiaque, parce que c'est très important. On risque de faire, en faisant le sport, faire un arrêt cardiaque, une mort subite. Mais surtout commencer par la base, c'est de petites marches d'une demi-heure. Après, on peut augmenter suivant ses capacités. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure, dans les années 70, on n'avait pas cette prévalence de l'obésité qui est maintenant de l'ordre, en moyenne, selon les études faites en Algérie, elle est aux environs de 20%. Quand même, c'est important. Hein. C'est important, ça pourrait être un peu plus. Hein. Et avant, parce que les gens marchaient d'eux-mêmes, parce qu'ils allaient au travail en marchant, ils n'y avait pas beaucoup de voitures, en marchant, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas, donc les gens marchaient. Il faut marcher. Celui qui fait la prière dans une mosquée à côté de chez lui, il vaut mieux qu'il aille dans une autre mosquée plus loin. C'est ça. Donc, même s'il faut reconnaître que, par exemple, actuellement, dans notre époque, on voit beaucoup de marcheurs. On voit des gens qui... Et ça, c'est de bonnes habitudes à prendre. Bien sûr. On voit en fin d'après-midi beaucoup de gens dans les rues. Mais on a aussi
l'inverse. Hein. On a aussi ceux qui... Beaucoup de gens sédentaires. Non, qui prennent leur véhicule pour aller acheter, je ne sais pas, du pain. Hein. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et puis, des gens qui font de la promenade en véhicule, ils se promènent en voiture, c'est ça. On ne se promène pas. Il vaut mieux se promener à pied. Voilà. Très bien. Alors, la marche, c'est conseillé, donc, parce qu'on arrive pratiquement à la fin de cette... Donc, autre chose, c'est l'alimentation. L'alimentation, vous savez pourquoi je n'en ai pas parlé? Parce qu'après, on a notre nutritionniste qui va... Mais, il faut adapter l'alimentation, bien sûr, pour freiner l'obésité. Très bien. On en parlera avec les repas. Et l'alimentation aussi devrait être aussi individualisée. Par personne, par rapport aux comorbidités, par rapport... Nous aussi, on a une consultation de nutrition. On essaie de leur donner des régimes adaptés et individualisés à chaque personne par rapport à ses problèmes de santé aussi. Parce que généralement, c'est très rare de trouver de l'obèse qui n'a pas d'autres pathologies associées. On va dire, c'est rare. C'est rare. Donc, en général, on doit adapter aussi par rapport à ce qu'il a comme autres pathologies associées, respiratoires ou cardiaques ou diabète. Ça aussi, il faut équilibrer par rapport à ça. Donc, si on résumait, d'abord, il faut accepter la maladie, il faut en parler, il faut dire que c'est une maladie, l'obésité. Ensuite, il faut cerner peut-être, parce que quand on détermine l'origine, on peut exactement, alors parce que si c'est génétique, il faudra adapter, si c'est dû à la sédentarité, il faudra faire du sport. Et donc, mais la première des choses à faire, c'est d'abord prendre conscience qu'on est malade et aller voir le docteur. Très bien. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, peut-être que dans un autre débat, on va essayer de voir comment sortir de cette obésité. Voilà. Effectivement. Un dernier conseil, docteur? Un dernier conseil, c'est qu'il faut bouger, il faut marcher. Manger, bouger, c'est finalement... Voilà, il faut manger et bouger. Docteur Bouguelida, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin à partir de la station régionale de Constantine avec cette brise d'été qui va vous souffler de la fraîcheur. Juste le temps de changer, eh bien, parce qu'on doit changer d'invité, on va parler de nutrition, justement, comment essayer d'adapter ses repas équilibrés pour éviter l'obésité avec Bourlot Halima, mais après cette chanson. وزدني واحد شيفلار ضربي الخبزه وضرب القهوه جديد الخبز خويا وحي الجيل يا رحمه مليح سيدي مليح سيدي ياكل تشوف فيها واحد ياكل تشوف فيها واحد حرة بالعقل ثقيل حتى انت يا بالعقل ثقيل يا شباب هاي هيا ما تبخلش بيا بوغ اون فوا خلاص خلينا ما ندوش داكور صح هذا الليموناد الطويله الله يبارك الله يبارك حتى لا سيرفيات مي لا سيرفيات كنت كيف الدار وبتاع ميرسي دام مساء الخير مساء الخير السلامه تفضلي مدام ميرسي هذا قلت لك اللوبيا ديما منا شوف باقي متفاهمين وما نزيدوش نعاودوا خلاص كيفاه منا من الجهه هذه اضرب عجبنا دائما اللوبيا كباب طعام والشيفلار ومنا شطيطها نردف قرنون وبيضنجان فاهمين من هنا خلاص وروح صدي مليح شكون هو اللي سربع عام هنا السلام عليكم انت واش طلبت لوبيا حاره باين لوبيا لوبيا هاي لوبيا جبتيه ولا مازال بالعقل اسيدي هنا قلبنا خرجت من الصباح اي بالعقل حكم في ربي سي محمد انت بطاطا باين بطاطا هاي يا سي قدوش شهريب هات تفضل هاي بسم الله هاي واش كاين؟ بلاتي حنا نستناو واش تسحق واش تاكل؟ خلي هو يخيرنا برك هاتي هنا هات خيرنا انت واش تحب Ah bon Vous voulez que je vous lise le menu هيا روح برك روح هيا روح Ah oui, il y a de... Bon, comme entrée, vous avez une cervelle meunière à la bicha. Alors là, elle est bonne, hein. La béchamel. يا جماعه اسمعوا ما زيدش نعاود من فضلكم اسمعوا اسيدي عندنا مقارونه بطاطا Escargot sauce tomate à la napolitaine. شي هو Escargot. بوجغلال Boujgel. بوجغلال ثاني تبيعوه هنا شوربه جري اوردوفر عندنا Alors, une salade russe piquée pour monsieur. شريبه La... Shorba. شريبه Je continue. Hors d'œuvre hollandais sauce neutre. Là, c'est nouveau.
Vous, كباب عندنا دواره عندنا un chien tout court. Ah, le chien, ça sera pour monsieur. Un chien de mer. شين دماغ Voilà. ايه جيب لي واحد الكسكسي Tout de suite, monsieur. قلت لك ما تعفس عليه ما نعفس عليك فهمت جيب لي واحد الكسكسي Alors pour monsieur, ce sera. Pardon? كسكسي بعصبانه كيما يحب الخاطر وكويس رايب بارد مليح Monsieur, روح هيا permettez-moi de vous dire, la houssbana, c'est fait pour les gargotes. Si Mohamed, القدر من فضلك. دوار القدر يرحم والديك. كويس رايب بارد سي محمد، لعينك تاكل هوسبنا روح للقرقوط. هي لوبيا سيدي معليش ما قلنا والو سي محمد راك في ان ريستورون 4 ايطوال، ما تغششنيش من فضلك الناس تشوف، ما تغشنيش. الوغ ان شيان بور مسيو. Oui. ان شيان. لا لوبيا خضراء لوبيا بلدان. Ce que je voudrais, un steak pané. شاف والله جناح عمري ما سمعت. Qu'est-ce qu'il a celui-là? سي محمد ستيك باني. Chou. ستيك باني سطح. Non, pas de steak pané. وي Pas de steak pané. او بدي Hamburger à cheval. عمر هذه عدت فيهم. هو وين علينا هو برجر الشبع. شو سيدي Qu'est-ce qu'il a celui-là? Et pourtant, اسمع c'est pas drôle. اسمع قول له كاينه دواره ولا اللوبيا بالكراوع. سي بو بلي شاف لوبيا بالكراوع ولا دواره. ماشي اللي هذا هكا تبخص بيا. كيف هذا مبخص والله غير بي بخص بيا. شوف الناس اللي معانا وانت رانا ريستورون الموت 4 بالشر. ايطوال تقول له عصبانه. هي عصبانه مشتاق مليح عصبانة. تاع بلادي غدوة نديرها لك في تاع الدار. بابا وجدي واش عم غدوه بالك نديرها لك في الدار ماشي في ديري لي الريستوران في الدار كيما هادو انت تاع 4 ديري لي في ايطوال. الدار انت ما ناكلش هاد الحوايج هاد إيه، واحد أنا عند العجوز يما باش ناكلهم انا انت تاع كاركوط انت مش تاع ريستوران يا خويا 4 إيطوال. الكاركوطه هي اللي تخرج عليا انا دوك صح. توعشت الماكله هذه ما ناكلهاش دوك قلت لك ما ولا تبخسش بينا قدام الناس. نقول لك Mais حاجه tu n'es pas sortable du tout. نقول Hein. لك حاجه Ne مليكه m'énerve pas s'il te plaît, on est dans un restaurant. اسمعي تعرفي واش هو والله مليون ما زدتي درتي رجلك معايا هنا هاو باش Oh, نقولها لك. heureusement, oui, hein. هاي. Je ne viendrai plus avec toi. ايه انت اللي تعرف تخرج الناس للريستورون 4 ايطوال. حتى بوجغلال يبيعوه هنا يو تعرف تاكل انت بوجغلو تاع فمك بوجغلو حتى تحق له. الناس بياكلوا حتى لي كويس دو غروني ما يقولوش. واش كاين واش هو الجران همبرجر الشبع. بريباري لو شوف انا وجدت له واحده دواره حاره بيان ميرسي تاع هذه تاع همبرجر. شوف السيد هذاك لوبيا. قول له شوف يجدو برك عام 12 شهر لوبيا بالكريم السيد همبرجر الشبع. شيف بريباراسيون تاع الشيف. Merci. تفضل بارك الله فيك. يعطيك الصحة. كاين الكلاب الجران بوجغلال هذه عندك انت ماكله هذه شوف بوجغلو لي كويس دو غروني واللي هضرها كل سا سي لا كويزين رافيني واش تحق لها انت. شيف حرتك دواره حاره سمعتي كاش ما خير منها هيا قولي كاش ما خير منها هي اللي تعمر لي كرشي فهمتي هي اللي تعمر لي وتعطيني القوه سمعتي ستيك طارطار قرونوي بوجغلال. C'est vrai qu'on ne cesse pas de rigoler. Pardon, j'avais annoncé une chanson, mais c'était un sketch de circonstances, parce qu'on parlait d'alimentation, de nutrition. Et là, ce sketch des petits puisés de Hassaborta nous montre deux régimes alimentaires complètement différents. Et parce qu'il y a nos coutumes et puis bien sûr la modernité. Est-ce que nos plats sont bons pour l'alimentation, notre alimentation, la saine alimentation? Alors, docteur Borlot Halima, vous êtes nutritionniste. D'abord, un mot sur cette différence alimentaire. Alors, bonjour aux téléspectateurs. Donc, c'est vrai que là, on a bien rigolé, mais c'est vrai qu'on voit là la différence entre deux régimes différents. Mais ça reste que chaque régime, il apporte, donc, et il y a du bon et du mauvais dans chaque type de régime. Donc, généralement, quand on parle de bon régime, il faut que ce soit toujours, on parle toujours
d'un régime bien équilibré, d'un régime varié. Donc on trouve tout type de nutriments. Donc il faut qu'on varie entre fruits et légumes, entre légumineuses, entre céréales et un petit peu de protéines d'origine animale. Donc, très bien. Donc la première partie, vous avez suivi, on parlait d'obésité. Justement. Voilà. Alors l'obésité, on n'a pas voulu parler de nutrition, mais on sait que c'est la première cause, aussi c'est l'une des causes principales de l'obésité. Justement, donc en continuité avec ce que vient d'être dit, donc c'est vrai que l'alimentation, elle est pour beaucoup dans le développement de ce phénomène qui est l'obésité. Donc c'est surtout le changement des modes de vie, le changement des comportements alimentaires, c'est surtout le changement de notre hygiène de vie. On ne vit plus de la même manière. Donc malheureusement maintenant on voit que l'alimentation elle est pour 60 à 70% dans l'obésité. Dans l'obésité. Parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une prédisposition génétique, donc il y a le facteur génétique et épigénétique, et puis aussi il y a les facteurs environnementaux, donc comme le changement, donc surtout Mais on va dire, il ne faut pas trouver d'excuses, c'est pas parce qu'il y a une prédisposition génétique que l'on doit s'accepter de dire voilà, moi c'est génétique chez moi, je peux pas. Justement, c'est vrai que quand on dit il y a une prédisposition génétique, ça veut dire que la personne elle est disposée à être obèse, mais en même temps c'est pas automatiquement qu'elle est obèse. C'est pas une fatalité. Voilà, ça veut dire que si la personne doit, et là on parle aussi de l'épigénétique, c'est-à-dire que des fois on a les gènes qui codent, parce qu'on a trouvé maintenant certains gènes qui sont responsables de l'obésité, mais l'épigénétique, c'est comment ces gènes sont exprimés. Donc, ils sont exprimés selon l'environnement. C'est-à-dire que si je prends un enfant dès son jeune âge et je lui donne toujours un excédent de calories, c'est sûr qu'il va grandir avec une obésité. Par contre, si un enfant il est bien nourri dès son jeune âge, il est surtout l'alimentation de l'enfant, surtout au début, les 0-6 mois, l'allaitement maternel aussi, il participe beaucoup pour la prévention donc, de ces obésités. Donc, mais c'est dire que c'est des habitudes alimentaires qu'on doit apprendre dès le plus jeune âge. Justement, on doit apprendre dès le jeune âge. Premièrement, on doit toujours favoriser l'alimentation maternelle. C'est ça, c'est le début. Parce que si on habitue un enfant aux produits sucrés, aux produits caloriques dès son jeune âge, il va toujours, bien sûr, il va vieillir avec les mêmes... Docteur, on a l'habitude, par exemple, quand un enfant crie, pleure, on lui donne une sucrerie. Ça, c'est très mauvais. Ça, c'est très mauvais, c'est une très très mauvaise habitude, parce qu'en fin de compte, on lui donne déjà la sucrerie comme une récompense. Voilà. On lui récompense ou bien... Une contrepartie de quelque chose. Il faut que ces sucreries, il faut qu'il arrive à voir qu'au contraire, c'est mauvais pour sa santé, il ne doit pas la prendre. Donc il doit dès son jeune âge s'habituer à ce que les sucreries sont ses ennemis, ce n'est pas ses amis. Donc il doit dès son jeune âge, il doit comprendre que c'est les fruits au lieu de lui donner un sucre ou bien un gâteau, un bonbon, on doit lui donner un fruit. Oui, mais vous savez, nous on a été élevés avec un bonbon, c'est quelque chose de bien. Un gâteau, c'est pour une récompense. Mais dans les anniversaires, on fait un gâteau, donc ça veut dire que c'est quelque chose de bien. Alors c'est pour ça qu'il y a qu'il faut enlever peut-être. Justement, c'est ça ce qu'il faut enlever. C'est pour ça qu'on voit l'explosion de l'obésité dans la société. Vous savez très bien que dans le monde, il y a le taux d'obésité, il a triplé en 2 décennies, il a triplé. Donc on est passé, par exemple, si je dois donner les chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit qu'à peu près 40% de la population est en surpoids et environ 15% sont obèses. Donc on fait la différence entre le surpoids et l'obésité. Donc je ne sais pas si le professeur tout à l'heure l'a expliqué la différence entre les deux. Donc, on est allé directement vers l'obésité. Voilà. Le surpoids, mais bon, c'est une étape. La dernière étape avant d'aller vers l'obésité. La dernière étape avant d'arriver à l'obésité. Et après, si on voit les chiffres en Algérie, ça fait vraiment peur. Parce que là, c'est vraiment les instances publiques, ils doivent prendre en charge ce problème-là. Surtout que ça entraîne des maladies qui sont plus après prises en charge par la sécurité sociale. Oui. Donc, qui dit sécurité sociale, ça coûte très cher à la société. Voilà, c'est le trésor public qui Justement, parce que si on va prendre les chiffres, donc la dernière étude qui a été faite conjointement par l'OMS et le ministère de la Santé, on trouve qu'il y a un homme sur 2 qui est en surpoids
et 2 femmes sur 3 qui sont en surpoids. C'est-à-dire qu'il y a 63% de femmes qui sont en surpoids ou en obésité. Alors surpoids, c'est avoir à peu près... Je sais qu'il y a l'indice de masse corporelle qui est justement, calculé, mais... Alors, je vais expliquer. L'indice de masse corporelle, c'est le rapport entre le poids et la taille de la personne. Très bien. Donc, en fin de compte, c'est le poids divisé par la taille au carré de la personne. Donc, l'IMC, il varie pour on appelle les normaux pondéraux, c'est-à-dire les gens qui ont un poids normal. Il varie de 18,5 à 25. Donc, en dessous de 18,5, c'est des gens qui sont en état de maigreur. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de manger un peu plus ils sont en état de maigreur. Par contre, au-dessus de 25, donc entre 25 et 30, on est en état de surpoids. Entre 30 et 35, on est en état d'obésité. Entre 35 et 40, on est en état d'obésité sévère. Voilà, au-dessus de 40, on est en obésité morbide. Voilà, là, on est vraiment, on a atteint la dernière... On est vraiment malade et il faut se soigner. Justement, là, voilà. il faut une autre prise en charge. C'est beaucoup plus prise en charge chirurgicale que prise en charge nutritionnelle. Mais il faut commencer d'abord, parce que c'est la première source d'obésité, on va dire la source, parce que quand on mange, on grossit. Justement. Donc, alors, c'est quoi l'obésité en fin de compte? C'est un déséquilibre entre l'apport énergétique et les dépenses. Donc, les entrants sont supérieurs à ces dépenses. On va schématiser, c'est comme si c'est une voiture, on remplit le carburant, et puis il faut le consommer. Si vous mettez trop de carburant, si vous mettez trop de carburant, le corps ne va pas les utiliser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les stocker sous forme de graisse dans le tissu adipeux et on retrouve ces graisses donc beaucoup plus autour de la taille, autour des hanches, etc. Donc l'IMC aussi n'est pas suffisant. Même. Donc on trouve des personnes qui ont un IMC entre 18,5 et 25, mais ils ont un tour de taille. Oui, ça c'est la charge pondérale qui est... C'est la charge graisseuse beaucoup plus sur l'abdomen et surtout c'est viscéral. Donc là aussi, on a une information. Donc, on dit qu'une femme, elle est obèse, même si elle a un IMC correct, donc moins de 25, si elle a un tour de taille supérieur à 88. Et un homme, s'il a une tour de taille supérieure à 100 cm. Donc là, on est en obésité, même si on a un IMC inférieur à 25. Donc là, il faut aller chez le médecin d'abord. Ça, c'est primordial. Alors, primordial, donc on va commencer déjà pour les gens qui sont en surpoids. Les gens qui sont en surpoids ne nécessitent pas spécialement donc, une prise en charge médicale. Ils nécessitent beaucoup plus une prise en charge nutritionnelle. Donc, on doit... Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? En premier lieu, déjà, on doit faire un bilan. La première chose à faire, c'est de voir est-ce que la personne elle n'a pas un déséquilibre hormonal. Il faut savoir aussi qu'il y en a certaines hormones, comme la thyroïde, qui influencent la prise en charge, donc plutôt la prise de poids. La prise de poids, donc, ou l'inverse aussi. Et l'inverse aussi. Et la perte de poids aussi. On trouve quand il y a une hyperthyroïdie, c'est-à-dire qu'on a un métabolisme accéléré et donc les personnes brûlent rapidement les calories. Et donc, ils sont en état de maigreur. Donc, la première des choses, c'est toujours de vérifier s'il n'y a pas un problème hormonal. Donc, quand on n'a pas ce problème hormonal, donc on a dit qu'il y a un déséquilibre, il faut faire cet équilibre. Donc, si le corps il a besoin de 2000 à 2500 calories, si je veux perdre quelque chose, donc je dois diminuer les apports. Donc, il faut que je sois toujours... Mais c'est bien de calculer les calories d'un plat, parce qu'il faut aussi le savoir. Il faut aussi le savoir. Donc c'est facile à savoir parce que maintenant il y a des tables, on appelle les tables de consommation. Donc on trouve pour n'importe quel aliment, on va retrouver combien d'ailleurs, soit on le trouve sur l'emballage ou bien on trouve sur des tables qui sont disponibles partout. Donc on trouve quelle est la quantité de matière grasse, quelle est la quantité de sucre et quelle est la quantité de protéines. Il faut savoir qu'un gramme de protéines et de sucre apporte 4 kilocalories, un gramme de lipides il apporte 9 kilocalories. Donc c'est facile de calculer l'apport calorique, donc c'est facile de le calculer donc, pour un repas X. Et après, donc, il faut toujours une femme elle doit toujours être inférieure, elle doit toujours avoir un repas qui a un apport calorique inférieur, voilà. Donc à peu près 1700 à 1800 kilocalories, pardon, c'est pas des calories, c'est des kilocalories, donc c'est 1700 à 1800 et l'homme de 1200 à 2300, c'est-à-dire qu'il doit toujours être inférieur de 200-300 kilocalories à dont il a besoin.
aux calories dont il a besoin. Oui, mais il faut dire aussi que, par exemple, je vais citer à titre, un croissant. Bah oui, un croissant. Donc si je vais prendre, voilà, je vais schématiser presque un croissant, on va prendre, s'il fait 100 grammes, on va retrouver presque 450 à 500 kilocalories. Voilà, donc c'est l'équivalent de ce qu'on doit manger, le quart de ce qu'on doit manger dans une journée. Oui, c'est le quart de ce qu'on doit manger dans la journée. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais justement, c'est pour ça qu'on ne parle pas uniquement de l'alimentation, on parle de l'alimentation et de l'activité physique. Parce qu'on a dit que ça déséquilibre, c'est-à-dire que je vais jouer sur l'apport et aussi je vais jouer sur les dépenses. Sur les dépenses, donc je vais dépenser beaucoup plus que ce que je vais manger et je vais faire une activité physique, soit modérée, donc c'est beaucoup plus la marche, soit je vais faire une activité physique intense et donc généralement on dit que 30 minutes par jour d'activité modérée. C'est la base. C'est la base. 30 minutes, et généralement 20 minutes d'activité intense, donc que ce soit de la natation, de la gymnastique, c'est largement suffisant pour la journée et ça fait brûler donc les graisses, et ça fait brûler les calories, donc même si on a un apport. Ça dégage les mauvaises toxines. Justement, c'est important pour l'équilibre nutritionnel, c'est bien pour se défouler, pour l'équilibre psychologique. Voilà. C'est un tout, faire du sport. Justement. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est toujours diminuer de notre alimentation tout ce qui est alimentation qui a une activité qui a une charge calorifique ou une charge calorique dense. Donc par exemple, il faut donner des exemples. Les exemples les plus connus, vous venez de dire tout ce qui est brioche, tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est les bons plats, les bons plats donc que nous les avons. Bons plats, c'est quoi un mot, vous savez? Les bons plats traditionnels qui sont très chargés aussi. Donc ça aussi, ils ont une charge calorique très élevée et donc c'est à diminuer. Vous venez de dire, c'est surtout les boissons sucrées parce qu'ils ont. Il faut savoir que dans un verre de limonade, on a à peu près 35 à 40 grammes de sucre. 35 à 40 grammes de sucre. C'est combien de. C'est à peu près entre 15 et 17 morceaux de sucre. C'est important de dire que. C'est important, c'est un verre de. J'allais dire. Non, mais un verre de limonade, c'est l'équivalent de à peu près une dizaine de. Et le problème, c'est que même il y a les recommandations de l'OMS qui limitent le taux de sucre à 11%. Et on ne doit pas dépasser les 11% donc pour les boissons. Et là, en Algérie, jusqu'à présent, les producteurs de boissons n'arrivent pas à diminuer ce taux de sucre parce que les Algériens se sont habitués au goût sucré. Au goût sucré, à la limonade. Et à la limonade sucrée. Donc, si vous allez prendre une marque bien connue ici et vous allez la boire ailleurs, vous allez trouver qu'elle n'a pas le même goût. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de sucre ici que ce qu'ils ont là-bas. Parce qu'ils respectent ça veut dire que nous, on a tendance à ne pas respecter le taux de sucre. On a tendance parce qu'en fin de compte, les producteurs, ils sont aussi, ils essayent de répondre à une demande. Et en plus, là, c'est vraiment le travail des services publics. Il faut qu'on intervienne, il faut que ce soit... Parce que ça, après... Il faut obliger les producteurs à diminuer le taux de sucre dans leur limonade ou dans les jus. Oui. Et ça, c'est... Mais on dirait qu'il vaut mieux les éviter. Déjà, pour les consommateurs, il vaut mieux les éviter. Éviter au maximum. Il y a des gens qui sont tellement habitués, donc ils peuvent prendre toujours... en nutrition, on a toujours... donc, on dit toujours qu'il ne faut jamais dire jamais. Parce que il ne faut jamais dire jamais. Parce que quand on dit à quelqu'un qu'il ne faut pas boire ça, il est frustré, ça crée une frustration et il a envie toujours de le prendre. Parce que les interdits... Oui, c'est connu. C'est connu. donc toujours, on dit il faut prendre ce qu'il faut. Il ne faut pas bannir complètement donc, ces aliments, mais il faut faire attention aussi. Quand je prends un verre, je ne vais pas prendre toute la bouteille aussi. Quand je vois diminuer, il faut commencer par exemple par un verre, après un demi-verre, pas après une gorgée. Oui. Puis, et après aussi, il faut s'habituer que quand j'ai pris un plat que je sais qui contient des calories calorifiques, donc il faut après... Il faut marcher, il ne faut pas... Ça, c'est très mauvais. Mais écouter une chanson, ce n'est pas mauvais. Ça va détendre. Alors, on va écouter une chanson avec Karim Bourazi. Il nous chante du Chabi. Juste le temps de nous reposer après, puisque Ashura, c'est dans quelques jours. On va au moins recommander aux gens de faire une bonne Ashura, un bon plat qui soit diète, au moins.
مرحبا بولاد سيدي طول سيوفهم طول جماع النصار يا عويش عليك تعالي مرحبا بولاد سيدي طول سيوفهم طول جماع النصار يا عويش Très belle interprétation de Marhaba Boulat Sidi. Puis on va revenir bien sûr pour terminer notre débat sur la nutrition, très important parce que c'est vrai quoi manger pour éviter l'obésité, le surpoids. Et surtout que Ashura c'est dans quelques jours, ça sera samedi Inch'Allah, bonne fête à tous déjà. Mais il faudra faire attention. Voilà, parce que manger, en général on fait tirtchoucha et puis c'est le soir, c'est très calorifique. Alors, pour l'alimentation en général, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il faut bien manger le matin, il faut manger moyennement à midi. Alors on dit manger comme un roi, le matin, au petit déjeuner, oui. Comme un prince à midi et comme un pauvre, le soir. Voilà. Donc nous, on fait le contraire. Donc cette habitude d'avoir un dîner qui est très lourd et après on va dormir, c'est très mauvais pour la santé. Il faut savoir aussi qu'on a une horloge biologique. Le corps est programmé pour consommer l'énergie, plutôt consommer tout ce qui est calories qu'on a toute la journée. Il est programmé pour de faire son métabolisme la journée et le soir, il dort. Donc il n'a besoin que du métabolisme basal. Tout ce qu'on a comme calories qu'on consomme le soir, il va la stocker parce qu'il ne va pas l'utiliser. C'est vrai. Ça, c'est vraiment... Et c'est mauvais. Et c'est très mauvais. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on doit faire premièrement, malheureusement, donc c'est des habitudes. Quand c'est une fois dans l'année... C'est pas grave, il faut dire. Il faut respecter. Mais par contre, il faut toujours donc, éliminer le gras, au maximum de gras. Il faut éviter tout ce qui est sucrerie avec. Donc, on peut manger quand même un bon plat de choucha ou là, de tirida ou là. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on utilise la viande d'agneau très riche en gras. On préfère utiliser la viande de poulet ou la viande de bœuf. C'est mieux. Déjà, on diminue la quantité de gras, de gras et de protéines donc, qui vont apporter des calories aussi. Il faut éviter les boissons, ce qu'on vient de dire.
À abolir. Et à abolir. Il faut manger toujours, quand on a un plat qui est très riche, il faut toujours manger avec des légumes et des légumes qui vont, on va dire, parce qu'il faut comprendre aussi que le métabolisme, il a besoin de calories. Donc quand on a des aliments qui sont difficiles à digérer, comme certains légumes, donc le corps va puiser encore plus de cette énergie-là pour les digérer. Et comme aussi elle contient des fibres, ces fibres aussi vont faciliter donc, la digestion et vont éliminer le gras, une quantité du gras, donc va être éliminé, qui va partir. Mais ce qui est bien aussi, c'est peut-être donner un conseil, c'est manger un peu tôt. Et justement, voilà. Et la meilleure solution, c'est toujours de manger un peu tôt et d'essayer de sortir ou de marcher ou de faire des activités. Alors, on a l'habitude de dire faire les 100 pas. Oui. Quitte à les compter. Quitte à les compter. Maintenant, il y a les compteurs, on peut avoir sur son téléphone, donc on peut compter le nombre de pas qu'on a pu faire toute la journée. Et donc, c'est une forme de digestion, c'est une forme d'utilisation de cette calorie pour éviter qu'elle soit stockée. Parce que le problème toujours, c'est le stockage de ce gras qui va se retrouver dans le corps, qui va poser donc... Puis en plus, il y a le gras il y a un gras qui est sain, qui est nutritif, il y a un gras qui est... Donc il faut jouer sur ça aussi. Donc tout ce qui est gras qui se dépose sur les organes, il est très mauvais. Parce que c'est pas comme le cholestérol, c'est pas uniquement le cholestérol, c'est les triglycérides aussi. Oui, c'est surtout. C'est surtout les triglycérides. Et après, donc ce gras-là, on va le retrouver beaucoup plus donc sur des organes vitaux comme le foie. Donc on trouve là, il y a le problème de la stéatose, c'est-à-dire que le foie, il va être complètement donc enrobé d'une couche de graisse et en même temps, même à l'intérieur, donc même dans le tissu, dans la cellule, on va retrouver du gras. Et avec le temps, le foie, il perd son activité, il peut aller jusqu'à des cirrhoses et voire plus. Et là, ça devient plus grave. Donc, conseil à donner, c'est manger beaucoup plus de légumes que Quand on mange un plat lourd, il faut toujours manger avec des légumes. Il faut manger aussi des fruits. Il faut toujours l'apport des fibres. Les fibres, c'est très important dans l'alimentation. Quand elle est grasse, il faut toujours des fibres pour pouvoir éliminer les pois chiches, les légumineuses sur par exemple, tirtiocha. Alors ça, c'est une pratique donc très courante chez nous. Et parce que vous savez très bien qu'il y a les céréales et les légumineuses. Les céréales, on a parlé la dernière fois des acides aminés essentiels. Oui. Donc les céréales manquent de certains acides aminés essentiels qu'on retrouve dans les pois chiches. Donc il y a le mélange des pois chiches et des céréales va donner un équilibre et donc on va retrouver un taux de protéines qui va donc être équilibré, qui va être absorbé de la meilleure manière possible. Ça veut dire qu'on a de bonnes coutumes quand même. On a de bonnes coutumes. Voilà, il ne faut pas abolir les coutumes. Non, il ne faut pas abolir. On a de très bonnes coutumes. Dans nos traditions, on a toujours mangé des fruits, on a toujours mangé des légumes, on a toujours mangé des légumineuses. Donc dans nos traditions. Et en plus, on utilise... avant, il faut savoir aussi que l'alimentation, elle est liée à l'activité de la personne. Donc avant, c'est vrai que ces traditions-là, on mangeait des plats qui étaient très riches, mais on avait une activité physique très élevée. Donc les gens n'avaient pas de voiture, n'avaient pas de transport. Ils allaient au travail, ils se levaient très tôt. Et ils avaient des activités donc intenses, que ce soit en agriculture ou bien ailleurs. Donc il y avait une activité très importante. Donc, il dépensait aussi ce qu'il mangeait. C'est qu'il faut dépenser, manger et bouger. Justement, manger et bouger, manger les fruits et légumes. Et il faut voir aussi que donc, la dernière enquête qu'on a faite sur l'état de santé des Algériens, elle fait peur. Elle fait vraiment peur parce que... Attention, il faut faire très attention. Éviter les shawarma, les tacos, tout malheureusement, ce que les gens aiment. Malheureusement, c'est ça. Et pourquoi c'est mauvais? Parce que c'est chargé en gras, c'est chargé surtout c'est les céréales. Voilà. Mais si on a envie, il vaut mieux aller dépenser. Puis manger ça. Si on mange, il faut toujours faire de la marche. Et éviter de manger le soir. De manger le soir. Le soir, il n'y a pas mieux qu'une bonne salade, un fruit, un produit laitier, un yaourt, etc. Et ça s'arrête là.
C'est difficile à respecter. Mais quand on veut garder sa santé, il faut savoir aussi qu'on retrouve maintenant, à l'âge de 40 ans, les gens sont hypertendus, sont diabétiques, ont des problèmes cardiaques, ont des problèmes rénaux. Pour ne pas tomber malade, pour sa sainement santé, et manger équilibré. Voilà, on va Justement. terminer sur ça parce que voilà. Et puis de temps en temps, ça fait pas mal, mais il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. Il faut pas abuser. Il faut respecter, c'est tout. Enfin. Merci Madame Bourlotte Halima, vous êtes nutritionniste et vous nous avez accompagnés dans cette brise d'été. Eh bien, on va se retrouver avec le docteur Abla Mohamed Larbi qui va nous parler plutôt de l'aspect psychologique, mais on va se retrouver dans quelques instants après cette chanson. علاه هي الجافي باطل جشفين تعاثيني في راذ العديان في بحور الهوى حايد طول سنين الغنايم كيجيبوا قرصان الغنايم كيجيبوا قرصان قرصان بالرياسة ناس وتدريني تعرفني الشيع بذراعي ولسان سافرت مركبي في الريح يعليني سفرت منه الرياح والطوفان سفرت منه الرياح والطوفان داوني مسيلة من يحضيني غير إذا جات من الكريم المنان علاه يا الجافي باطل شفيني تعاذي لي في راذ العديان علاه يا الجافي باطل شفيني وتعاذي لي في راذ العديان وتعاذي لي في راذ العديان بحر الغرام فيه الزير نمت منهم الزيرة فيه المواج اللي بدا ضاير وستاغيون غزيرة دخرتها لكل ذخاير حسبتها بلاد كبيرة خيرات في البلاد صار بيميني حتى قلت هنا ندير البستان بستان بالظرافة منها توريني. Voilà, donc on écoutait un peu de Chabi, histoire de changer de genre musical. Et puis voilà, nous retrouvons le docteur Abla Mohamed Larbi, qui est psychiatre et qui va nous parler bien sûr de ce déconfinement et puis surtout de l'aspect psychologique né du comportement nouveau de l'Algérien, puisque, bon, enfin, on va parler de l'Algérien parce que nous sommes en Algérie, mais c'est à peu près dans le monde entier. Quand il y a eu des confinements, il y a eu quand même un relâchement qui est inquiétant. C'est pour ça qu'il ne faut pas se relâcher, n'est-ce pas, docteur? Bonjour. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Par rapport au déconfinement, oui. On remarque qu'il y a un relâchement important au niveau de la population. Il y a une différence entre la fin de la pandémie et le déconfinement. C'est vrai qu'on est... Allez-y. Non, c'est vrai que c'est deux choses différentes. Hein. Totalement différentes. C'est vrai qu'on est en début de déconfinement, mais il faut savoir qu'il faut maintenir la distanciation sociale, qu'il faut maintenir les règles d'hygiène. Et ce qu'on remarque en ce moment, c'est qu'il y a un relâchement total. C'est que les gens ont l'impression que c'est fini et qu'on reprend notre vie le plus normalement possible, nos rituels, nos habitudes, alors que ce n'est pas vrai. On commence à reprendre un petit peu
notre vie en main. Progressivement. Progressivement, on va dire, mais bien pas- sûr. Mais il faudrait toujours maintenir les règles de distanciation, maintenir le port de bavette, maintenir les règles d'hygiène. C'est très important. Mais ce relâchement peut être expliqué parce que le confinement a été un peu perçu comme un emprisonnement, parce Oui. que 5-6 mois Oui. resté dans son domicile, ça a dû créer des psychoses dans la tête, des phobies. Bien sûr, ça a été une période très anxiogène, qui a été vécue comme une perte de liberté quelque part, une perte du contrôle de notre vie. Et le fait de parler de déconfinement, les gens sont vraiment pressés de retrouver leur contrôle, leurs habitudes et leurs rituels. Ils sont un petit peu dépassés par les périodes de confinement, par la période d'anxiété. Il y a eu beaucoup de troubles du sommeil, beaucoup de phobies, beaucoup de crises d'angoisse et beaucoup d'attaques de panique. Et ça a été vraiment pénible sur le plan psychologique ces derniers mois. C'est vrai que surtout la phobie, la peur qu'on a d'une maladie que l'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, parce que c'est vrai que quand on ne voit pas quelque chose, ça nous fait encore plus peur parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment c'est fait. Parce qu'on ne contrôle pas. Voilà. On ne la voit pas, on ne la contrôle pas, c'est quelque chose, c'est de l'inconnu, c'est une peur de l'inconnu, une insécurité permanente qu'on a vécue. Une peur pour nous, une peur pour nos parents, pour nos proches, pour notre société en général. Et tout ça, c'est vraiment anxiogène, comme je disais tout à l'heure. Et ça a créé, je crois, des états de déprime, de Oui, dépression. on reçoit beaucoup de consultations pour des états dépressifs, beaucoup de consultations pour des troubles du sommeil. Les patients ont un sommeil décalé en ce moment, ils dorment vraiment très tard du fait d'avoir une journée qui est latente, qui est passive, pas beaucoup d'activité. Et le changement de rythme de sommeil entraîne déjà, lui, un état de morale qui est en baisse. Et ça entraîne après des états dépressifs, beaucoup de phobies. On reçoit beaucoup de consultations pour des attaques de panique ou des crises d'angoisse. Les gens ont l'impression de perdre le contrôle de leur vie. C'est ça qui les angoisse le plus. Ils ont l'impression de ne pas avoir la même mise sur leur vie. Ils ont perdu... Quand on n'est pas maître de son destin, on a peur. On a toujours peur. Et quand on a peur, ça fait... La peur de l'inconnu est l'élément le plus important en période de confinement. On ne sait pas quand ça va se finir, on ne sait pas comment que ça va se dérouler, si on va être malade, si on va contaminer d'autres personnes. Tout ça, ça joue sur le moral des gens, que ce soit en Algérie ou partout dans le monde d'ailleurs. C'est le même modèle psychologique. Mais comment gérer tout ce flux négatif, cette anxiété? Quels conseils on donne? Tout d'abord, il faut essayer de garder un rythme de vie régulier. Ça, c'est le premier conseil à donner. Avoir des horaires de sommeil, d'alimentation qui soient le plus réguliers possible. Second conseil, c'est essayer vraiment de limiter les informations et le flux d'informations au niveau des réseaux sociaux, au niveau des chaînes de télé. Oui, vous savez, quand on est accro quand même aux infos, on est là, on écoute, obligatoirement on reçoit les informations. Bon, il faut quand même essayer de réguler tout ça. On ne peut pas être tout le temps soumis à un flux d'informations important concernant le Covid. Il y a eu telle mort, il y a eu telle contamination, il y a eu tel vaccin, pas de vaccin, est-ce que ça va se finir ou pas? Il faut essayer vraiment d'avoir un flux qui soit le plus régulier possible. Choisir quelques chaînes, quelques sites qui soient le plus sérieux possible. Ne pas se laisser avoir par les fake news, par les nouvelles qui sont très difficiles. Après, il faut essayer d'avoir une activité physique régulière quand même, si c'est possible. Quand on ne sort pas, c'est difficile, mais bon, on essaie de... On a la chance d'avoir de la technologie en ce moment. Donc on a accès à Internet, on a accès à des applications, on peut faire du sport chez soi, en famille, avec ses enfants, avec sa femme, avec ses parents. C'est beaucoup plus facile qu'auparavant. Donc il faut maintenir une activité physique. Ça en troisièmement. Puis ce qui est important, c'est de vraiment garder un contact social avec des gens qui nous donnent le sourire, qui ne sont pas pessimistes, qui ne sont pas... Être positif. Oui, être positif. Oui, mais bon, c'est vrai, mais quand il y a un état d'anxiété un peu général, il faut le comprendre. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça que quand on a rouvert, progressivement, il y a eu un relâchement. Les gens se sont relâchés tout d'un coup. Et là, c'est... Il y avait un tel sentiment d'impuissance, il y avait un tel sentiment de perte de contrôle que le jour où on a parlé de début de confinement, tout le monde a confondu. C'était un relâchement total, comme on le voit sur les réseaux sociaux. Les plages sont envahies, plus de port de bavette, les règles de distanciation, on le voit dehors, qui sont beaucoup moins respectées qu'auparavant. Ils ont l'impression que c'est fini, alors que ce n'est pas fini. Que là, on commence à déconfiner pour pouvoir continuer une vie, pour pouvoir reprendre une vie normale, entre guillemets.
Mais ce genre de comportement, s'il persiste, et le relâchement, s'il persiste, il ne va faire que perpétuer cette pandémie et la contamination. Donc, et on risque de revenir à un état initial. Voilà, c'est pour ça qu'il faut y aller doucement et progressivement. Profiter un petit peu de ce déconfinement, tout en gardant certaines mesures en tête, ne pas trop les amplifier, ne pas trop les rendre comme quelque chose de pressant et d'anxiogène. Ne pas avoir une sorte de phobie, d'obsession de lavage et de distanciation. Parce que là, oui, il ne faut pas que ça soit une obsession aussi. Il faut que ça soit régulé entre une bonne hygiène sanitaire, mais essayer de reprendre une vie en main, essayer de reprendre des rituels et une vie pseudo-normale, entre guillemets. Rester normal, rester positif, oui. Mais aussi ne pas oublier que nous sommes en pleine maladie. Oui, entrevoir un espoir, maintenir l'espoir, tout en maintenant aussi une règle d'hygiène et des règles d'hygiène qui sont indispensables, qu'on ne peut occulter. Mais il faut rester vigilant. Ah oui. La vigilance est de mise. Mais alors, sur l'aspect psychologique aussi, parce qu'il y a un état de comportement que l'on doit avoir, mais aussi, il faut dire qu'il faut les bonnes vieilles habitudes, voir un bon film, un bon vieux film, oui. Rire, partager oui. Les bons moments, ça c'est important, je crois. Et puis quelque chose d'important aussi, c'est que avant le confinement, on se plaignait toujours de ne pas avoir le temps, de faire les choses, de ne pas avoir la capacité ou le programme pour essayer d'apprendre de nouvelles langues, pour essayer d'avoir un travail manuel, pour essayer d'apprendre, je ne sais pas, du bricolage et tout. Là, en ce moment, on a du temps. On a eu largement le temps. C'est l'idéal. Et on est un petit peu dans le déni. On ne veut pas se dire, on a du temps. Et on cherche juste à se cacher derrière le fait qu'on a peur, qu'on est un petit peu anxieux, qu'on ne peut pas avancer, qu'on a perdu le contrôle. Moi, ce que je conseille à mes patients, c'est vraiment de se concentrer, de se focaliser sur le fait d'avoir une chance. En ce moment, c'est qu'on a du temps. Il faut profiter de ce temps. Justement, il faut profiter de ce à temps. bon escient. On peut avoir des activités avec ses enfants, partager plus de temps avec ses enfants, essayer d'appeler et de garder contact avec les gens qui nous donnent du sourire, essayer d'apprendre une nouvelle langue, essayer d'apprendre quelques activités nouvelles en famille. On bricole pratiquement jamais en famille, donc on essaye de le faire. Ouais. On a des activités artistiques qu'on peut faire, on peut peindre, on peut colorier, on peut dessiner, on peut écrire, on peut faire plein de choses. Mais ce qui prédomine, c'est que les gens se focalisent sur le côté négatif. Qu'il y a une maladie, qu'il y a une restriction, qu'il y a une perte de contrôle. C'est la peur aussi. Oui, c'est la peur qui les envahit. Et notre rôle, justement, c'est de focaliser toute notre attention sur le côté positif. Et se dire, bon, il y a une pandémie, il y a une maladie, il y a un risque, ok. Mais comment on peut vivre avec tout ça? Comment on peut positiver tout ça? Comment on peut aller de l'avant avec? Et pour cela, il faudrait vraiment se consacrer à des actions qui soient positives, à des actions d'apprentissage, à des actions artistiques, à des actions de partage. Puis il faut être imaginatif aussi, oui. Il faut essayer de... Voilà. Et puis surtout, ne jamais arrêter d'écouter de la bonne musique. Jamais. Allez, je vais toujours vous offrir de la bonne une chanson, puiser du terroir avec la troupe. Voilà, c'est le même chant. C'est toujours bon d'aller faire un bon détour du côté des Aurès. أنا شاب صغير
Voilà, rahaba ou la smamcha, c'est toujours bon ce genre de danse, parce qu'il faut danser, c'est bon pour le corps, pour l'esprit. Voilà. Donc, dans cette dernière partie de cette brise d'été avec le docteur Mohamed Larbi Abla, donc on va essayer de voir comment surmonter ces obstacles que des fois, qui sont psychologiques, parce qu'on a créé la peur, l'anxiété. Ils sont purement psychologiques. Pour pouvoir surmonter, il faut d'abord comprendre le cheminement psychologique qu'il y a eu pendant le confinement. Au départ, c'est plus un déni, un défaut d'acceptation, un défaut de voir les choses en face et de se dire non, ça n'existe pas, il n'y a pas ça, on ne peut pas tomber malade, ça n'arrive qu'aux autres. Au départ, c'est toujours un déni. Après, ce qu'il faut faire, le travail qu'il faut faire, c'est accepter. Accepter qu'il y ait un changement. Accepter qu'il y ait un nouveau rythme de vie, qu'il y ait de nouvelles règles, qu'il y ait un nouveau cheminement social. Et puis après, il faut mettre en place une nouvelle vie. Comment le faire? En se disant que notre ancienne vie n'était pas aussi parfaite que ça. Il y avait beaucoup de défauts. On ne mangeait pas bien, on ne dormait pas assez, on n'avait pas le temps pour partager certaines choses avec notre famille, on courait tout le temps derrière des objectifs qu'on n'atteignait pas toujours. Et puis il faut se dire que là, c'est une chance. On a un peu de temps, on a beaucoup de temps même, pour régler notre hygiène de vie, pour régler notre alimentation, pour régler notre sommeil, pour régler nos relations sociales, nos relations familiales. La famille souffre beaucoup d'un manque de communication, on souffrait beaucoup. Et là, on a la chance de pouvoir communiquer avec nos enfants, avec nos parents, de mettre les choses à plat, de partager un bon moment, de rigoler ensemble, de partager une danse, de partager une musique, de partager un bon film. On n'avait pas le temps de faire tout ça. On n'avait pas le temps, mais maintenant... Il faut vraiment positiver. Il faut vraiment se faire le deuil, comme on dit à nos patients, faire le deuil de notre ancienne vie. Il faut dire que ce qui était avant Covid, avant la Covid, c'est parti, c'est fini. C'est fini. Une autre vie. Et ne plus l'idéaliser autant. Ne plus se dire que ma vie était idéale avant, que c'était une vie parfaite. Non, il faut en faire le deuil. Elle était stressante, il y avait beaucoup de trucs à faire en peu de temps. Et puis on avait, le plus important, on n'avait même pas de temps pour nous-mêmes. Jamais. On n'avait jamais pas avec soi-même. Là, je crois qu'on a pris 5-6 mois de réflexion, c'est important. On s'est retrouvé un peu, on a redécouvert. Mais maintenant, avec ce début de déconfinement progressif, il faut peut-être aussi essayer de retrouver une autre vie, pas celle qu'on avait. C'est ça. C'est ça justement, faire le deuil de notre ancienne vie, essayer donc de construire une nouvelle vie. Ne pas courir derrière l'ancienne vie, essayer de la retrouver coûte que coûte, ça ne sert à rien. Il faut être réaliste et se dire que bon, on a eu une certaine vie qui avait du positif et du négatif dedans. Maintenant, on a eu cette chance-là, on a eu cette pandémie qui est arrivée. Il faut miser dessus, il faut consacrer une nouvelle énergie pour mettre en place une vie qui soit meilleure. En effaçant les points négatifs qu'il y avait auparavant, en mettant en place certaines règles nouvelles pour nous, pour notre hygiène, pour notre famille, pour le partage. Je pense que beaucoup de gens se sont aperçus que pendant ce confinement-là, il y avait du positif quand même. Oui, il y a beaucoup de choses positives. Il fallait juste tirer les enseignements, c'est tout. Comme dans toute chose. Toute expérience. Toute expérience dans la vie, voilà. Mais ce qui est bien, c'est profiter. Et puis là, il y a un début de déconfinement. Essayer de changer d'habitude. Oui. Ne pas retomber dans nos anciennes erreurs, reprendre une nouvelle vie avec de nouvelles règles, avec de nouvelles perspectives, et se dire qu'il ne faut pas se précipiter vers une ancienne vie, ne pas se précipiter à reprendre les mêmes rituels, les mêmes habitudes. Je vais retrouver mes anciennes habitudes, ça c'est un peu humain, mais non. Il y a de nouvelles habitudes à prendre. Ceux qui ne faisaient pas beaucoup de sport, c'est le moment de le faire. Ceux qui en faisaient trop, c'est le moment de diminuer, de retrouver un peu de lecture. Et ça veut dire que, retrouver de nouvelles habitudes, mais surtout, qu'elles soient en adéquation avec les mesures d'hygiène. Bien sûr. Il faut reconstruire. On doit reconstruire une nouvelle vie avec, s'il y avait des points positifs auparavant, les maintenir et les perpétuer, mais essayer quand même d'introduire et de perpétuer les nouvelles règles et les nouveaux changements qu'on a eus dans notre vie. C'est-à-dire, si on a commencé à lire, il faudrait essayer de maintenir ça dans notre nouvelle vie. Si on a partagé beaucoup de temps en famille, il faut essayer de garder ça, de mettre en place certaines règles de partage, on va dire une fois par semaine, regarder un film ensemble, manger ensemble, faire une sortie ensemble, au lieu que les ados sortent seuls, les parents sont dans un coin, les petits-enfants jouent tout seuls. Il faudrait un peu se réunir un peu plus, se dire que
cette expérience-là nous a permis d'ouvrir les yeux sur certains manques qu'il y avait dans notre société, et dans toutes les sociétés d'ailleurs. Il y avait beaucoup de manques au niveau de notre famille, de notre partage, de notre hygiène de vie. Et ce manque-là, il ne faut pas le renier, il ne faut pas le nier, il faut se dire que oui, il y avait du négatif. Et non, je ne veux pas retomber dans tout ça. Et ce n'est pas une punition. Ce n'est pas du tout. Ce n'est pas une sanction. Ce n'est pas une sanction, au contraire. Il faut sortir. C'est une chance qu'on a. C'est une chance de construire vraiment une vie qui soit la plus propre possible, la plus hygiénique possible et la plus diététique possible. Sur le plan santé, sur le plan moral, sur le plan communication, sur le plan social. C'est vraiment une chance qu'on a de pouvoir investir dans une nouvelle perspective. Oui, c'est une nouvelle vie. Il faut dire que c'est une nouvelle vie qui s'offre à nous. Oui. Bon, elle a certaines contraintes, c'est tout à fait normal, mais elles ne sont pas, on va dire, c'est pas énorme. Non. Se laver les mains régulièrement, être propre, là, c'est basique. C'est la basique. base. Et puis, en plus, bon, c'est dans le fait de société, dans notre religion, on a toujours, on doit être très propre. Là, le deuxième, être altruiste, penser aux autres, parce que quand on peut toucher avec un simple masque, c'est rien du tout. Hein, c'est une petite contrainte qu'on peut surmonter. Les règles ne sont pas contraignantes. C'est la vision qu'on a de ces règles-là. C'est la signification et le sens qu'on donne à ces règles-là qui est un peu pénible. On les voit comme étant, comme vous disiez, comme une sanction, comme une punition, comme quelque chose qui doit être vraiment appliqué sans notre volonté. Alors que non, il faut que ça soit vraiment, que ça vienne de nous. Qu'on ait conscience que ce genre d'hygiène, c'est la base. On doit être propre, on doit penser aux autres, on doit être altruiste, on doit respecter la vie et l'hygiène des autres. Ça, c'est la base. Oui. Au lieu de l'avoir comme quelque chose de punitif, comme une sanction, au contraire, il faut lui donner un sens noble, il faut lui donner un sens hygiénique, sanitaire. C'est un bien communautaire. Oui. C'est pour la bonne. Et apprendre l'altruisme, il n'y a pas mieux. Voilà, une société altruiste, c'est une société qui va s'élever. C'est beaucoup mieux. Donc, je pense, on va terminer sur cette note positive. Hein. Il faut surtout rester zen et positif. Oui, rester ça, c'est zen. Important pour nous-mêmes et pour les autres, parce que la bonne humeur, elle est contagieuse. Toujours, voilà. Toujours contagieuse. Voilà, gardons le sourire. Non, mais c'est vrai qu'un éclat de rire fait rire tout l'environnement. C'est ce qu'il faut perpétuer, je pense. Bah oui, un des principaux éléments qu'on donne à nos patients ou à notre société ou aux personnes autour de nous, c'est de leur dire essayez de garder contact avec les gens qui vous donnent le sourire. Essayez de garder le contact avec les gens qui vous remontent le moral. Essayez de voir des films drôles, essayez de voir des vidéos drôles, essayez d'écouter de la musique, de vraiment positiver ce qu'il y a autour de nous. C'est ce qu'il y a de meilleur. On restera sur ce qu'il y a de meilleur. Merci, docteur. Merci à vous. Merci à vous. Larbi, vous êtes psychiatre, vous nous avez accompagnés ce matin pour terminer cette brise d'été qui vous souffle un peu de fraîcheur à partir de Constantine. Je vais remercier toute l'équipe technique qui m'entoure depuis tôt ce matin pour nous permettre de réaliser ce direct. Et il était réalisé par notre ami Nabil Yagoubi. Je remercie tous les invités qui nous ont accompagnés. Puis on se retrouve, Inch'Allah, dimanche prochain pour une autre brise d'été.
يا